façon le radionucléide le plus rejeté sous forme, heureusement liquide, mais en partie quand même gazeuse, par les réacteurs nucléaires, par la Hague et par un certain nombre de centres militaires. Et donc, il apparaissait que la suite, on est en train de revoir les autorisations de rejet des sites nucléaires, on allait éventuellement augmenter la quantité de tritium qui allait être rejetée par ces fameux sites. Alors, la première chose qui a été faite, c'est un colloque qui a été fait par les commissions locales, qui a été fait en novembre 2008, donc on a essayé de faire le point, et donc je vais vous donner quelques idées sur ce qui a été fait à ce moment-là. Alors bon, j'avais fait évidemment les différents hydrogènes, deutérium et ce fameux tritium qui éjecte un électron quand il... Alors, donc, c'est les trois isotopes de l'hydrogène. Alors, initialement, donc, il a été vu en 32, puis en 34, il a été confirmé. Et le problème, c'est ce fameux électron. Parce que c'est un électron dit de faible activité, de faible énergie, et il a toujours été considéré finalement comme non nocif, et c'est une des raisons pour lesquelles les militaires en ont tellement envoyé dans l'atmosphère, parce qu'effectivement, il ne parcourt que 5 mm dans l'air et 6 microns dans l'eau et tous les tissus. Sauf que 6 microns, eh ben, c'est la taille de la cellule. Et donc, le problème, c'est que ce truc d'énergie faible, certes, comme vous l'avez sur la peau, ça va, il ne traverse pas votre peau, mais par contre, s'il y a une blessure, ça veut dire qu'il rentre, et puis, quand vous l'avez avalé, avec de l'eau tricier, eh bien, il va jusqu'au niveau de la cellule. Et c'est cela qui est le gros problème qui avait été fortement négligé. Alors, évidemment, il a une période faible, mais ça ne change rien, parce que comme il en disparaît évidemment de l'artificiel 5,6% par an, mais il en existe à l'état naturel. Et donc, il est dans la nature, donc il y a un atome de tritium pour 1 milliard d'atomes d'hydrogène, je vous ai donné la quantité, mais ça ne change rien, parce que comme on a beaucoup d'hydrogène, ça fait quand même beaucoup. Et la forme la plus importante, c'est l'eau tricier, mais il existe sous la forme gazeuse, et là, sous la forme gazeuse, il est encore plus dangereux, et en plus, il existe sous la forme organique. Et cette forme organique est très importante, parce que quand elle est fixée dans le corps, c'est elle qui, effectivement, peut permettre des échanges, et qui fait que la période, cette fois-ci biologique, dont on vous a parlé, n'est plus d'une dizaine de jours, comme on dit d'habitude, mais peut passer à pratiquement 1 an. Ça dépend de sous quelle forme il est incorporé. Alors, bon, on vous raconte toujours effectivement que chaque kilomètre carré reçoit 0,11, c'est-à-dire de l'ordre de 0,03 mg, et qu'il y en a 200 grammes sur toute la planète, et qu'à l'équilibre, il y en a 3,6 kg. Alors tout ça, c'est bien joli, sauf que chaque site de réacteur en reçoit 10 000 à 15 000 gigabecquerels, ce qui fait qu'en fait, ça fait 0,3 mg par site. C'est-à-dire, il y a un facteur 1000 entre les deux. Le naturel est moins dangereux. C'est pas étonnant d'ailleurs. Mais c'est assez marrant parce que si on ramène à la taille de la centrale, puisque c'est là qu'il a été émis, hein, il n'est pas émis partout. Alors, bon, ce que je vous avais remis là, c'est parce que, en fait, quand on regarde mondialement, c'est des essais nucléaires qui, entre les années 45 et 63, ont produit 600 kilos de tritium, donc 450 sur l'hémisphère nord et 130 sur l'hémisphère sud. Ceci dit, actuellement, il en reste une quarantaine de kilos. Mais on ne peut pas parler en kilos, hein, parce que ce qui compte, c'est ce qu'il y a sur chaque kilomètre carré, et c'est déjà une grande distance. Enfin, je ne suis pas venu au niveau de la personne.
Donc, donc c'est ce que je vous redisais, c'est que les rejets des centrales, de toute façon, de par le monde, en apportent 180 grammes, que la quantité naturelle émise est de 200 grammes, simplement elle est globale pour tout le globe. Attention, c'est-à-dire toute la superficie, etc. Donc, quand la comparaison donc, est totalement faussée, c'est ce que je répète, c'est que vous en avez 0,3 microgrammes naturels par site, et en fait, vous avez effectivement un facteur 1000 pour ce qui reçoit le réacteur. Alors bon, vous avez en plus les rejets de la Hague, qui sont d'un facteur 1000 par rapport à un réacteur, Valduc, le CEA, Marcoule, et puis il y a évidemment tous les sites de laboratoire, et effectivement le devenir de ITER, qui est effectivement le réacteur à fusion qui un jour fonctionnera au tritium. Je vous rappelle que ce ne sera pas avant 2027 si on arrive à le faire fonctionner. Mais enfin, n'empêche que à ce moment-là, il en consommera pas mal. Bon, alors vous avez le tritium libre, donc il est dans l'atmosphère sous forme HT, c'est-à-dire gazeux. Il est emporté par les pluies, il vient dans les sols des végétaux. Les animaux, il y a l'inhalation totale en quelques minutes, et ça par voie cutanée ou ingestion. L'eau, vous avez un équilibre entre les êtres vivants, etc. Et une bactérie absorbe tout en une minute et un poisson en un jour. Bon, il n'y a pas vraiment d'organes cibles. Le problème du tritium, c'est qu'il se répartit dans tous les organes. Et c'est ça l'énorme problème, il passe partout. C'est un corps, justement. Et ce que vous avez, c'est que le problème, c'est que quand vous l'ingérez, bon, d'accord, la forme organique se retransforme en eau, mais il y a une partie qui est fixée, et cette partie fixée peut aller, comme je vous ai dit, jusqu'à 200 jours, même un an. Et la fraction de cette OBT peut se lier directement à l'ADN. Alors tout le problème de cette probabilité, etc., c'est de savoir si, dans les milieux marins ou terrestres, il y a un transfert accru, c'est-à-dire ce qu'on appelle une bioamplification, c'est-à-dire que les corps accumulent plus de tritium, et il y a eu effectivement des travaux qui ont été faits dans les années 70-80 qui semblaient montrer qu'il pouvait y avoir, pour certaines chaînes alimentaires et certaines chaînes, des bioamplifications, mais ça n'a pas été terminé, et pour le moment, je pense qu'on ne peut pas conclure sur cette bioamplification. Vous avez aussi la bioaccumulation dans les organismes. Alors ça veut dire que quand ils mangent des éléments, quand ils absorbent de l'eau, eh bien, il y a une augmentation de la concentration dans les organismes. Et ça, ce sont des observations récentes, des années 2000, qui ont été faites par les Anglais pour des poissons dans la baie de Cardiff, et pour effectivement des problèmes autour de Sellafield. Sellafield, c'est l'usine de retraitement anglaise. Et puis vous avez le problème de la bioconcentration. Alors la bioconcentration, ça veut dire que, qu'est-ce que c'est? Ça veut dire que généralement il y a un équilibre entre l'organisme et son milieu entourant. Et non, on pense que, enfin on affirmait que ce facteur était toujours 1. C'est-à-dire qu'en fait il n'y avait pas d'augmentation à l'intérieur de l'organisme. Ça reste franchement complètement à vérifier. Il y a un certain nombre d'études, mais qui datent que des années 2000, qui ont repris, qui semblent montrer que ça peut exister, et dans ce cas, effectivement, ça mérite d'être. Et ça, je parle pour les poissons, pour les bactéries, pour éventuellement les plantes, etc. Et il ne faut jamais oublier que c'est l'homme, finalement, qui est en bout de chaîne. Alors, peut-il lui aussi bioaccumuler? Ça, c'est une question. Alors le bilan, évidemment, c'est tout ce que je vous donne, c'est le manque de connaissances absolument criant sur le comportement des formes organiques. C'est-à-dire qu'effectivement, on a
Dans les années 80, on avait fait un certain nombre d'études, mais c'est vrai que d'une part, la biologie moléculaire était encore en balbutiement, d'une part, les possibilités de mesure et de suivi du tritium n'étaient pas simples, et donc on avait, disons, un certain nombre d'études qui montrent qu'il y a effectivement peut-être quelque chose, mais elles n'ont pas été reprises, et ça, actuellement c'est en cours, mais je pense qu'il faut effectivement aller plus vite sur ce sujet, mais bien sûr, les militaires n'ont pas trop aimé qu'on s'intéresse à ça. Alors, les problèmes qu'il y a, c'est qu'il faut absolument compléter toute la partie du tritium liée organiquement, pour savoir effectivement exactement quels sont les composés, ce qui peut se lier à plein de molécules organiques. Donc, elles ont effectivement, quand elles arrivent dans l'organisme, elles ne se comportent pas pareil. Hein, c'est clair qu'une protéine, etc., ça n'a pas le même comportement, donc ça doit être... Et puis savoir quelle est effectivement leur forme physico-chimique, qui est aussi importante, parce que elles peuvent être solubles, pas solubles, etc., et se fixer sur certains sites d'une façon. Alors, toutes les études épidémiologiques sont donc à reprendre. Alors, qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que, d'une part, la première chose des études épidémiologiques, c'est de faire des registres. Et de faire des registres qui nous donnent des bases de données. Et ces registres doivent être faits selon un enregistrement correct de savoir où la personne est née, où elle a vécu, qu'est-ce qu'elle a fait comme travail, qu'est-ce qu'elle a eu comme maladie, etc. Donc ça veut dire que c'est vraiment un gros interrogatoire qui doit être fait. Actuellement, de toute façon, il n'y a comme couverture de la France que 17% de la population qui est couverte par des registres. Et beaucoup de ces registres ne sont pas des registres globaux, mais sont des registres spécialisés. C'est-à-dire qu'ils regardent, par exemple, la thyroïde, ou bien ils regardent les enfants, ou bien la leucémie des enfants, des choses comme ça. Donc ce ne sont pas avec de tels registres que l'on peut faire effectivement des études épidémiologiques complètes. Parce qu'on a le registre, et à partir du registre, on peut cibler sur faire une étude autour d'un site, ou bien cibler sur une maladie. Donc c'est tout à fait... et on n'a pas les outils actuellement en France pour pouvoir faire ce type d'études. Alors on sait que les effets cancérogènes existent, en particulier chez les travailleurs, mais ce sont des fortes doses. Et donc, c'est les études anglaises sur de faibles doses qui ont, disons, relancé complètement le débat, en particulier sur les effets sur l'ADN. Et je pense que dans l'état actuel des choses, il faut absolument reprendre tout à fait le sujet avec, effectivement, toujours les faibles doses chroniques qui ont été très négligées jusqu'à maintenant. Alors, les effets des faibles doses en interne, ça veut dire qu'il faut caractériser ce qu'on appelle les effets non ciblés, c'est-à-dire, en fait, c'est les effets sur l'ensemble du corps, cardiopathie, problèmes endocrinal, problèmes du tractus gastro-intestinal, etc. Donc c'est tout ça. Et vous avez évidemment à tenir compte de la radiosensibilité individuelle. Il y a des hyper, des hypo sensibles à la radioactivité, et on doit en tenir compte quand on fait une étude. Et puis il y a aussi, j'avais rajouté cardiovasculaire, mais c'est surtout les neurologies que je n'ai pas mis dans les effets non ciblés. Donc et vous avez à traiter la spécificité de l'exposition interne. C'est-à-dire le fait que jusqu'à maintenant, quand on fait un calcul de dose ou quand on regarde quelque chose, on a souvent tenu compte, on a toujours dit c'est réparti d'une façon homogène sur la cellule. Ceci est une hypothèse fausse. En fait, c'est hétérogène. Il faut aussi connaître la spéciation et la toxicité chimique. La spéciation, ça veut dire que c'est la forme. C'est-à-dire quel est le corps. Est-ce que c'est un carbonate, un phosphate, etc. Donc ça, il faut absolument connaître ça, et à partir de là, la toxicité chimique du corps lui-même, mais bien sûr sa toxicité radiologique,
La chronicité, c'est-à-dire le fait qu'on absorbe absolument sans arrêt une petite quantité, savoir quel est l'effet sur la santé de cette façon d'avoir le corps qui est sans arrêt soumis à un rayonnement donc ce qui compte aussi, bien sûr, c'est la durée de l'exposition et le fait que l'exposition est continue. Alors, ce qu'il y a de maintenant qu'on reconnaît complètement, c'est la fameuse instabilité génomique. Alors ça, elle est connue, mais il faut la préciser. C'est-à-dire, effectivement, se rendre compte quel est l'effet sur toutes les cellules, etc. Alors, il y a l'effet de proximité dont on vous a un petit peu parlé. Je vais ajouter une référence. C'est donc la capacité des cellules affectées à transmettre à d'autres cellules qui n'ont pas été touchées, mais par l'intermédiaire de protéines, etc., le signal est transmis. Il y a une thèse qui vient de sortir en 2009 qui précise que cet effet est aussi amplifié pour la cellule qui a été touchée. C'est-à-dire que ce bystander effect, en fait, il y a tout un lot de cellules qui sont touchées, mais les cellules qui, elles, avaient soumis sont en plus à avoir un système. Donc ça, c'est à continuer à faire, parce que là, ça a été fait pour des alphas, les grosses particules émises par un certain nombre de noyaux, mais pour des électrons, ça doit être vérifié, en particulier parce que l'électron de faible énergie perd toute son énergie à l'intérieur de la cellule. Et donc ça, c'est une autre façon d'attaquer la cellule. Alors il y a les effets, avec un nom à propos, qui sont... Non, mais ça veut simplement dire qu'on a la possibilité de développer plusieurs cancers quand on a une atteinte, et que ce ne sont pas des métastases. Ça, c'est un effet qui est visible sur la cohorte des vétérans. Il est certain que les vétérans des essais nucléaires, qui sont maintenant malades parce que, disons qu'en 1960, ils avaient 20 ans, donc en 2000, c'était 40 ans après, donc il n'y a pas de mystère. C'est pas seulement la vieillesse, c'est le fait qu'ils ont commencé à développer donc des problèmes cardiologiques, de cardiopathie, etc., mais qui n'étaient pas seulement liés à l'âge, mais qui étaient liés effectivement à d'autres systèmes. Et ils ont une particularité qui est de développer plusieurs cancers qui ne sont pas des métastases, qui viennent de tous ces produits qu'ils ont absorbés. Alors, les effets clastogéniques, alors ça, c'est un nom aussi, mais ça veut simplement dire qu'il y a une mémoire qui est conservée par les cellules. C'est-à-dire qu'on peut voir des brisures de brins d'ADN. Et ça, c'est Claude Parmentier qui a pu tester chez des Polynésiens un excès de lésions stades quand ils étaient atteints d'un cancer thyroïdien. Donc il a pu montrer qu'on pouvait le voir à l'intérieur des cellules. Et alors, les effets d'un cancéreux, évidemment, cardiopathie, troubles, etc. Tout ça, c'est extrêmement important, mais ça n'était pas admis. Alors, ça commence à être admis, c'est-à-dire que dans les grandes conférences, on commence à parler de tout ça. Alors, les effets du tritium, donc, ils ont été tout le temps minimisés, et c'est la raison pour laquelle on a pu livrer à des essais en atmosphère, polluant l'ensemble de la planète avec un nombre de kilos de tritium absolument fabuleux, c'est-à-dire en fait vous étiez au péta-becquerel. Le péta c'est 10 puissance 15. Donc il y en avait autant qu'on voulait, mais simplement, donc ce qui est certain, c'est que en contamination interne, le tritium se fixe au niveau de l'ADN, en particulier, et mitochondries, et il induit des défauts. Et ça, il faut absolument le vérifier. Et le problème, c'est que, comme toujours, les plus sensibles, ce sont les tissus qui se développent le plus, donc c'est le fœtus, bien sûr. Et les cellules germinales, etc., tout ce qui se reproduit sans vie. Donc il faut absolument continuer les études. Je vous ai rappelé toute cette thèse qui vient de sortir, mais qui est les effets des alphas sur les cellules, mémoire des voisines et amplification pour ces alphas,
Mais c'est donc à voir maintenant avec un béton. Voilà. Merci. C'est ce que je vous ai dit, hein, c'est pas avant 2027, mais sinon, effectivement, on va utiliser des kilos. C'est clair, hein. Et on va effectivement avoir un gros problème parce qu'on va le créer dans la couverture de l'appareil, avec les microns ici. Et donc, cette enceinte va être, on appelle ça pisser le tritium. Parce que comme il y en a énormément, alors je sais que, je vous rappelle que la France gardera sur son territoire les déchets en provenance de ITER. C'est dans le contrat qui est passé internationalement. Des installations à en garder un petit peu, de ce qu'on est capable de garder au niveau de la dépréciation, tout est sous forme, bien qu'on soit en train de construire, tout est sous forme de calcul, tout est sous forme il y aura tant de tritium. De toute façon, les quantités qui vont être là-dedans sont des quantités pondérales. On peut les calculer, on peut dire que ce sera 30 kg, etc. Donc c'est pas, si vous passez à ce moment-là en becquerel, ça fait des quantités, je vous ai dit, ça fait des pétabecquerels. Mais ça sera activé quand même. Et ça sera d'autant plus activé que vous avez aussi un flux d'électrons qui part de ce plasma et qui vient raser votre tube, et vous avez des nanoparticules métalliques. C'est-à-dire qu'il y a aussi un problème avec une nouvelle, disons c'est quand même une nouveauté, c'est la nanoparticule. Alors là, elle sera métallique et vous aurez des nanoparticules tritiées, dont on ne peut pas savoir à l'avance quel va être l'impact sur les cellules. Parce que quand vous êtes à la nanoparticule, disons, le comportement biologique de cette nanoparticule est totalement modifié. Oui, les nanoparticules ont cette particularité, et c'est d'ailleurs un grave danger le fait qu'on en ait mis dans les cosmétiques, qu'on en ait mis partout, c'est qu'elles n'agissent pas de la même façon sur le métabolisme. Donc ça c'est quelque chose je pense qu'il y a des conférences qui sont faites là-dessus, il y a des personnes qui ont essayé de dire quelle était la dangerosité de ces nanoparticules. Mais il y a ça en particulier, c'est-à-dire les effets sur la santé sont très mal connus. Alors, pour les calculs, effectivement, disons au niveau de la Commission internationale de protection contre l'événement ionisant, la CIPR, c'est vrai qu'il y a c'est en cours pour savoir si on changerait, mais compte tenu du nombre d'études qu'on n'a pas faites, pour le moment, tout le monde est resté sur l'idée qu'il était urgent d'attendre, et donc de ne pas changer ce fameux coefficient. Mais je pense qu'effectivement, c'est pour ça que je l'ai dit, il faut absolument que les études soient faites de façon à bien remettre en place la dangerosité du tritium et justement quels sont les facteurs qu'on lui a fait. Alors, c'est extrêmement important pour la partie interne. Parce que ça, c'est vraiment le truc qui a été négligé et qu'il faut absolument reprendre. Alors, je pense